étant le dernier intervenant, j'espère qu'il vous reste un petit peu d'attention pour écouter une petite partie théorique sur la dégustation, avant de pouvoir passer, bien évidemment, à la pratique, avec un atelier, comme l'a évoqué Sandra ce matin, que j'animerai sur la partie texture des vins, et puis aussi déguster ensemble quelques vins qu'on a pu découvrir cette semaine. Pour commencer, je voulais vous parler de ce que vous faites, alors quasi quotidiennement je pense, la dégustation, et surtout la manière dans laquelle vous la faites. Aujourd'hui, la quasi-totalité des experts et même les consommateurs réalisent la dégustation de façon analytique. Quand je parle d'analytique, je parle surtout d'un script de la dégustation en 3 étapes. D'abord la vue, ensuite le nez et ensuite la bouche. Alors, je ne veux pas vous faire un petit cours d'histoire, mais on retrouve depuis la Grèce antique des documents qui montrent que déjà à l'époque, ils dégustaient de façon analytique les vins ou autres produits, mais il y avait vraiment cette idée de disséquer d'une part d'abord la vue, ensuite le nez et ensuite la bouche. Et c'est devenu d'autant plus important dans les années 50, on va dire, avec le développement du DNO, et puis de plus en plus avec les mentions complémentaires en sommellerie, et puis les différents cours de dégustation qu'il peut y avoir aujourd'hui. C'est devenu tellement important que aujourd'hui, la plupart des produits qu'on va dire complexes de l'industrie agroalimentaire sont dégustés de cette façon. Olivier parlait de la bière ce matin, les experts de la bière vont déguster de cette façon, mais on peut aussi citer le chocolat, le thé, le café, le fromage. Enfin, voilà, tous les produits avec, on va dire, une dimension de dégustation experte utilisent la dégustation analytique. Alors moi, dans ma thèse, comme l'a dit Florence, je me suis intéressé à vous, les experts, pour comprendre finalement d'où venait ce script et est-ce qu'il était valable pour tout le monde. Alors je me suis intéressé à 3 grands types d'experts. Dans un premier temps, les élaborateurs, finalement, vous qui êtes dans la salle ici, qui faites le vin. Donc ça va être des œnologues, des producteurs, des vignerons, des maîtres de chais, des cavistes, voilà, vraiment la partie production dans un premier temps. Je me suis également intéressé à ceux qui vendent les vins, donc que ce soit des sommeliers ou des cavistes, donc en restaurant ou dans les magasins. Et puis, une dernière catégorie d'experts qu'on oublie un petit peu mais qui est essentielle pour la filière, c'est les personnes qui vont parler du vin, qui vont en faire la promotion, la communication. Ça va être les journalistes, les critiques, les blogueurs et j'en passe. Dans mes résultats de recherche, ce qui ressort, c'est que finalement, peu importe son expérience, sa formation, l'endroit géographique où on se trouve, tous les experts dégustent de la même façon, comme je le disais avant, de façon analytique, vue, nez, bouche. Mais ce qui est vraiment intéressant, quand on creuse un petit peu plus, donc j'ai réalisé des interviews, des dégustations pour un petit peu comprendre comment ça se passait. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, malgré ce script de dégustation qui peut être similaire, on retrouve des grosses différences entre les experts, comme vous le voyez ici, les élaborateurs d'un côté, les vendeurs tout en haut et puis les critiques en bas. Et finalement, ces différences, elles sont liées aux objectifs de dégustation, à la mise en place, à l'organisation de la dégustation. Donc à la suite de ces résultats, la vraie question que je me suis posée, c'est finalement, est-ce que la dégustation que vous faites, que je fais moi aussi de façon analytique, finalement, est-ce que c'est d'une part la bonne solution, et puis d'autre part, est-ce que c'est la seule méthode? Sans dire que c'est une bonne ou une mauvaise dégustation, mais est-ce que finalement, il n'existe pas d'autres moyens, d'autres méthodes pour déguster? Surtout aujourd'hui, dans un contexte, comme l'a rappelé Olivier ce matin, où on a une évolution du marché du vin avec des nouveaux consommateurs, des nouveaux styles de consommation d'une part, mais de l'autre part, aussi des nouveaux élaborateurs et des nouveaux styles de vin. On en a parlé un petit peu ce matin, des nolos, des natures, des sans sulfite, etc., etc. Donc voilà, la vraie question, c'est ça aujourd'hui, c'est finalement, est-ce que la dégustation analytique répond encore au marché et est-ce que c'est encore la seule façon de déguster? Donc ce matin, je vais vous présenter 3 dégustations, on va dire, 3 méthodes de dégustation un petit peu différentes de la dégustation analytique. Alors mon objectif, c'est pas bien sûr de faire la promotion de l'une ou l'autre des méthodes, c'est pas du tout l'idée, c'est plutôt voilà, vous présenter ce qui existe en recherche ailleurs pour un petit peu voilà, essayer d'ouvrir le débat et de pouvoir discuter ensemble de finalement est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de déguster. Pour commencer, je vais parler de ce que je connais le mieux, l'analyse sensorielle. L'analyse sensorielle, on l'a vu dans la présentation de Jessica ou de Pépé, c'est principalement une description via des caractères olfactifs. On l'a vu dans les différents radars qu'ils ont montrés dans leur présentation.
On avait beaucoup de descripteurs olfactifs, quelques descripteurs gustatifs bien sûr, mais pas la majorité. La majorité, c'est vraiment olfactif. Et ce qui résume assez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est une phrase de Jules Chauvet. Donc Jules Chauvet, c'est un petit peu le père de l'analyse sensorielle, qui disait que la partie aromatique, elle est 20 000 fois supérieure à la bouche. Donc voilà, ça montre bien qu'aujourd'hui, en analyse sensorielle, et vous et moi, on le fait, hein, on se focalise vraiment sur la partie aromatique. Pourquoi je vous parle de ça? Pour mettre en parallèle, alors j'insiste vraiment sur le mot parallèle et pas en opposition, l'analyse sensorielle et la dégustation géosensorielle. Donc j'imagine que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais le premier critère, le premier argument de la dégustation géosensorielle, c'est que finalement, c'est un petit peu l'inverse. Au lieu d'être focalisé uniquement sur les descripteurs aromatiques, la dégustation géosensorielle va, elle, se focaliser plutôt sur la partie en bouche, avec un argument qui peut être imparable, qui est de dire que finalement, si la bouche est bonne, eh ben, l'aromatique va potentiellement suivre. Si je prends un exemple d'un vin jeune, avec une aromatique peut-être un peu fermée, un petit peu discrète, si vous le mettez en bouche, que la structure tient, vous pourrez vous dire, bah, aujourd'hui il est peut-être un peu fermé, mais si la bouche est déjà bonne, dans quelques années, l'aromatique va suivre. Donc voilà, ça c'est le premier argument en faveur de la dégustation géosensorielle. Et puis le deuxième, alors là il est physiologique comme argument, il est de dire que, eh ben, on est tous différents, ça personne ne peut le nier, et d'un point de vue perception, on est tous différents. Mais on voit beaucoup plus de différences d'un point de vue aromatique que d'un point de vue gustatif. Dans la physiologie et dans les différents publics que j'ai étudiés, il faut savoir que finalement, pour le point de vue aromatique, on va avoir des sensibilités de 1 à 10 000. C'est-à-dire que si on prend le même arôme, moi je vais le sentir avec une concentration de 1, que ce soit en nanogrammes, en microgrammes, peu importe, mais certains d'entre vous, jusqu'à 10 000. Donc ça veut dire qu'on a vraiment des seuils de sensibilité et de détection qui sont différents. Et donc finalement, bah, une description plus difficile et surtout un consensus plus difficile. Là où pour la bouche, on a évidemment aussi des différences, mais qui sont beaucoup plus minimes. Là, on va parler d'un rapport de 5 à 10. Donc finalement, vous voyez qu'on peut beaucoup plus facilement atteindre un consensus et parler de la même chose lorsqu'on détaille d'abord la bouche. Donc voilà, c'est le deuxième argument de la dégustation géosensorielle. Pour se focaliser un petit peu plus sur la dégustation géosensorielle, alors pareil, hein, pas vous faire un petit cours d'histoire, mais ça est apparu il y a quelques siècles déjà. Au XIIe siècle, on retrouve des choses sur la dégustation géosensorielle, où en Bourgogne, les moines utilisaient ce style de dégustation pour définir ce qu'ils ont appelé des vins de lieu, des vins de climat. Voilà, ça vous parle, je pense, surtout en Bourgogne, où ils ont voilà, tout quadrillé en fonction de leur climat. Mais voilà, c'est déjà quelque chose qu'on retrouve au XIIe siècle, avec cette idée d'avoir une dégustation qui est vraiment globale. Alors globale, oui, mais focalisée quand même sur certains sens qui sont un petit peu plus poussés. Hein, je vous en parlais tout à l'heure, avec la bouche principalement, un petit peu la vue. Et puis, à la différence de ce qu'on fait nous habituellement, où on met grossièrement le nez dans le verre pour avoir l'aromatique orthonasale, là, la dégustation géosensorielle se focalise sur l'aromatique en rétronasale, donc avec les arômes qu'on retrouve en bouche. En plus de tout ça, on va retrouver une autre dimension dans la dégustation géosensorielle qui est l'étude de la texture des vins. Donc on voit bien ici, hein, il y a carrément toute une partie liée à la texture des vins avec différents descripteurs. Et puis on a une autre partie qu'on utilise assez peu dans la dégustation classique, c'est la partie émotionnelle, l'affect du vin, avec la première caractéristique, on va dire, qui est décrite dans cette feuille, c'est l'idée d'énergie. Quelle énergie on va ressentir lors de la dégustation des vins. Donc encore une fois, cette dégustation, elle est globale, pas analytique, vue, nez, bouche, mais vraiment globale dans son ensemble pour juger le vin dans son ensemble. Pour arriver à une finalité qui est de pouvoir mieux déguster le vin ensemble, mieux parler du vin ensemble, arriver à des consensus. Voilà, c'est vraiment l'idée de ce matin dans ma présentation, c'est de vous montrer les différentes autres techniques de dégustation qui peuvent arriver à un consensus plus facile, à une communication plus facile entre experts et consommateurs. Là où Olivier en a parlé ce matin, il y a le besoin de mieux communiquer avec les consommateurs et la dégustation géosensorielle peut être une réponse, je mets bien du conditionnel, hein, peut être une des réponses à cette question. Alors, je vous ai parlé ici de texture. C'est quelque chose, comme je vous le disais, qui est assez peu étudié, utilisé et qui est finalement assez difficile à décrire.
Eh ben, c'est la suite de ma présentation d'essayer de savoir finalement comment décrire la texture en bouche. Alors la texture en bouche, elle est étudiée depuis assez peu de temps, que ce soit dans le vin ou ailleurs. Vous voyez, je vous ai mis ici une roue des textures, donc de Gawel qui date des années 2000, qui est finalement inspirée d'une autre roue des textures, là, de la bière, qui date des années 79-80. Mais un petit peu sur le même principe qu'on a une roue des arômes, on a aussi une roue des textures. Alors cette roue des textures, vous le voyez, elle est basée majoritairement sur des termes liés à l'astringence. En réalité, on a environ 60% des thèmes qui sont liés à l'astringence. Et puis on va retrouver aussi d'autres termes liés à l'acidité, à la chaleur, à l'irritation. Ce qui est intéressant dans cette roue, c'est, comme je l'ai écrit ici, l'utilisation de termes métaphoriques. Vous avez tous l'habitude de déguster et d'utiliser certains termes métaphoriques pour décrire la texture des vins que vous ressentez. Je me suis noté quelques exemples là, pour les partager avec vous. On a l'utilisation de termes corporels. On va parler de vin charnu, de vin maigre, de vin désossé. L'utilisation de termes liés à des textiles. On va parler de vin étoffé, soyeux ou velouté. Des termes physiques. Le vin est dur, plat ou peut-être mou. Et puis on a aussi des termes géométriques. Rond, rectiligne, longiligne, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, et ça revient à ce que je vous dis depuis tout à l'heure et ce que j'ai écrit ici, c'est que lors de l'utilisation de ces termes métaphoriques, on va avoir une absence de référentiel commun. Et c'est là tout notre travail en recherche, de pouvoir essayer de créer ce référentiel commun pour aider à la communication déjà entre nous, experts, mais aussi avec le consommateur. Alors pour justifier encore plus de cette absence de référentiel commun, je vous présente une étude qui a déjà été présentée il y a quelques années ici au Lallemantour par Jordi Ballester, pour ceux qui le connaissent, qui a présenté cette étude qui date de 2015, dans laquelle les chercheurs se sont intéressés justement à cette multitude de termes utilisés lors de la dégustation via les textures et surtout à quoi ça sert de pouvoir déguster avec des textures. Donc dans un premier temps, ils ont sélectionné 19 matières. Alors comment? Ils sont allés à Brico Dépôt, dans les magasins de tissus, pour avoir finalement tout un référentiel, une palette de différentes textures, pour pouvoir les présenter à des experts. Et ils leur ont demandé, sans dégustation, uniquement de toucher ces textures et de verbaliser. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 47 termes qui sont liés à ces 19 textures. Donc ça fait un peu plus de 2 mots pour la même texture. Donc quand je vous parle d'absence de référentiel commun, là on est vraiment dedans. Alors malgré ça, ils ont quand même réussi à les regrouper en 4 dimensions. On les voit ici. La première, où on parle de souplesse, d'onctuosité ici en rouge. On a la deuxième ici, piquant, rugueux, irritant. La notion de fluidité, de satiné en bas à gauche. Et puis toute une dimension sur le fait d'être dense, dur et ferme. Alors, ça, c'est bien beau, mais ensuite, finalement, à quoi ça sert lors de la dégustation? Eh bien, ils ont demandé aux mêmes experts de déguster 3 vins et d'essayer de les relier aux textures. Et on voit que finalement, il est possible de discriminer les vins uniquement avec leur texture, en mettant un parallèle entre ce que vous avez en bouche et ce que vous avez au bout des doigts. On voit ici, sur cet axe horizontal, que le vin A, il est plutôt décrit avec des textures liées à l'épaisseur, l'onctuosité ou la fluidité. Et puis à l'autre bout, les vins B et C sont plutôt reliés à des textures de rugosité, de densité, de fermeté. Donc ce que je veux vous dire ici, c'est que l'utilisation de la texture lors de la dégustation n'est pas à négliger, dans le sens où là où on peut facilement séparer les vins avec l'aromatique, on peut aussi facilement le faire grâce à des textures. Si on a assez de matière et le choix dans les différentes textures. À la suite de ça, on est allé un petit peu plus loin. Donc ça, c'est une étude qui date de 2018, qui a été faite dans le Beaujolais, dans laquelle on a essayé de savoir finalement est-ce que la texture en bouche ou les textures qui sont choisies par les experts peuvent être corrélées à la quantité de tanin qu'on retrouve dans les vins. Donc pour ça, on a sélectionné 4 cépages, le Cabernet Sauvignon, la Syrah, le Merlot et le Divico, qui est un cépage suisse, et on les a analysés au laboratoire pour avoir, ici je vous montre les analyses et la quantité de tanin qu'on retrouve dans les vins. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines textures, donc comme ici, le tulle ou la toile de jute, qui vont être plus facilement choisies pour le Divico,
donc un vin avec moins de tanins. À l'inverse, on va retrouver ici par exemple le papier silex grain numéro 4, donc du gros grain, qui a été utilisé pour de la Syrah, alors assez faiblement, mais qui a été utilisé uniquement pour la Syrah. Et la Syrah, c'est le vin avec le plus de tanins. Et puis, un petit peu comme dans n'importe quelle dégustation, on va avoir des descripteurs qui ne sont pas discriminatifs. Donc on en a ici, des descripteurs qui sont utilisés pour les quatre vins. Mais ce que je veux vous montrer, encore une fois, c'est que finalement, il est possible de discriminer les vins grâce à des textures et de faire un parallèle entre ce qu'on a au bout des doigts, ce qu'on a en bouche et ce qu'on a au laboratoire avec les analyses physico-chimiques. Pour aller encore un petit peu plus loin, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'analyse de texture, mais c'était uniquement de la texture en 2D. En Espagne, en 2022, il y a un chercheur qui s'est intéressé à la 3D aussi. Donc en fait, il a créé des boîtes dans lesquelles les experts pouvaient plonger la main et essayer de mimer vraiment ce qu'ils ressentaient en bouche au niveau de leur main entière cette fois-ci, et pas uniquement en touchant. Donc il a sélectionné 75 textures, donc il y avait de la 2D et de la 3D, bien sûr, et il est même aussi allé un petit peu plus loin en autorisant ou en expliquant aux dégustateurs qu'ils avaient différentes méthodes pour toucher les textures, qu'elles soient en 2D ou en 3D. Encore une fois, là, on retrouve des différences dans la notation des vins et la possibilité de discriminer les vins grâce à la notation de la texture. Et puis, comme c'est aussi un petit peu le thème aujourd'hui avec la présentation d'Olivier, je voulais vous parler des consommateurs. Et ça, c'est une étude que j'ai réalisée avec ma directrice de thèse lors de la Nuit des chercheurs à Dijon, il y a 2 ans maintenant, où on a fait la même chose avec des consommateurs. On leur a demandé de déguster des vins, ou même des jus de fruits pour les enfants, ça marche aussi, et de faire un parallèle entre ce qu'ils avaient en bouche et ce qu'ils avaient au bout des doigts. Et ce qu'on se rend compte, et c'est un petit peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que il est possible de discriminer des vins ou des jus de fruits en nommant une texture, donc là un numéro, mais par contre, dès qu'on va demander une verbalisation, là ça va être beaucoup plus compliqué. On va avoir une absence de consensus, des définitions qui sont proches mais pas tout à fait les mêmes. Je vous mets au défi de me donner la définition de rugueux et de râpeux et de me montrer la différence. C'est assez compliqué. Là où au niveau aromatique, fraise, framboise, tout le monde sait à peu près où on se place. Rugueux et râpeux, vous le verrez tout à l'heure avec l'animation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, le travail n'est pas fini, il faut qu'on arrive encore à travailler sur cette verbalisation pour obtenir un consensus et permettre d'améliorer la communication, comme je le disais déjà, entre experts, mais aussi avec les consommateurs. La troisième chose dont je voulais vous parler ce matin, c'est l'utilisation des émotions lors de la dégustation. Alors c'est très à la mode en ce moment, c'est depuis on va dire les années 2010 qu'on s'intéresse aux émotions dans la dégustation, pas que la dégustation des vins, il y a des études sur tout un tas de produits agroalimentaires qui s'intéressent aux émotions. Parce que finalement, les émotions, ça fait partie intégrante de la dégustation, au même titre que l'expérience cognitive ou l'expérience sensorielle. L'expérience émotionnelle prend toute sa place dans la dégustation, et la dégustation experte, analytique, l'a un petit peu oubliée. Alors les émotions, elles peuvent venir de 3 grandes parties dans la dégustation. On a 2 parties qui sont liées au vin, donc une partie plutôt des caractéristiques intrinsèques, extrinsèques d'abord, avec le contexte de la dégustation et puis les informations préalables qu'on donne au dégustateur sur le vin qu'il va déguster. Des caractéristiques intrinsèques avec là directement la qualité du vin, les arômes, la texture, voilà tout un tas de caractéristiques liées directement au produit. Et puis la dernière partie qui, elle, est liée directement au dégustateur avec son expérience, sa formation, sa culture, ses connaissances, ses compétences, voilà, tout un tas de caractéristiques qui lui sont liées directement. Quand je vous dis que l'analyse des émotions, elle est vraiment récente, c'est parce que en fait, j'ai suivi une thèse qui a été faite ici à Bordeaux fin décembre 2023, là, de Inès Elali, qui s'intitulait, alors que je vous retrouve, qui s'intitulait « L'expérience émotionnelle du dégustateur, perception et émotion, une relation mutuelle ». Donc voilà, pour vous montrer vraiment l'importance aujourd'hui des émotions dans la dégustation, il y a même des thèses entières qui sont liées à ça, et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas les sous-estimer. Et dans cette thèse, Inès, elle commençait par présenter les différentes méthodes qui permettent d'avoir accès aux émotions. Donc elle parlait dans un premier temps de méthodes explicites. Donc finalement, l'utilisation de questionnaires, un petit peu de la même façon que vous allez déguster un vin
de façon analytique avec une échelle d'intensité, eh ben, c'est un petit peu la même chose, de pouvoir noter ces émotions sur une échelle ou de pouvoir sélectionner des émotions que vous ressentez lors de la dégustation des vins. Alors je ne dis pas que c'est facile, hein, je me suis prêté à l'exercice, c'est assez compliqué, mais dans les faits, c'est un petit peu la même chose que de noter l'aromatique, l'acidité, l'équilibre, la longueur, l'amertume, etc., ce que vous voulez. Les autres méthodes sont les méthodes qu'on va appeler implicites. Donc là, on va parler d'analyse de la fréquence cardiaque, d'activité électrodermale ou même d'expression faciale, donc grâce à une caméra, de pouvoir identifier un petit rictus, un sourire, une sensation de dégoût, uniquement avec une caméra pointée sur le visage. Donc ça, c'est des méthodes qui existent, comme je vous le disais, hein, en dehors du vin, mais voilà, c'est des méthodes qu'on va utiliser de plus en plus et qui sont de plus en plus utilisées en recherche pour la dégustation. Alors, je vous parlais justement de pouvoir décrire les vins avec ces émotions, comment ça se passe. Et bien finalement, de la même façon que vous notez la vue, le nez, la bouche, comme je le disais, vous allez pouvoir noter vos émotions sur des échelles d'intensité. Donc, je mets bien des guillemets. Donc, des échelles qui peuvent aller du dégoût à l'attirance, de l'effet de surprise à l'effet d'attente, ou de la facilité et de la difficulté à comprendre le message. Donc voilà, c'est finalement pas plus difficile sur le papier que noter de l'acidité ou de l'amertume. Et puis une autre méthode qui est aussi utilisée en recherche ou en dégustation, c'est ce qu'on appelle la méthode kata. Donc c'est une méthode dans laquelle vous allez avoir une liste d'émotions et vous allez sélectionner l'émotion que vous ressentez lors de la dégustation. Et puis en préparant cette présentation, je suis aussi tombé sur cet article de 2023 qui utilise des smileys pour la dégustation et pour la notation des émotions lors de la dégustation. Alors ici, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous ai dit. L'idée ici, c'était sans dégustation, uniquement avec l'application Vivino, donc une application sur laquelle vous avez l'étiquette puis la description du vin. Et l'idée, c'était de demander aux consommateurs, donc uniquement avec des consommateurs ici, hein, quelle émotion vous attendez à avoir lors de la dégustation de ce vin. Donc les chercheurs ont utilisé 32 emojis pour pouvoir décrire les vins avec les émotions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 32 emojis, eh ben, il y a une moyenne de 4 emojis qui ont été utilisés par les consommateurs. Donc pour décrire les vins, une moyenne de 4. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que lors de la dégustation, on se rend compte que c'est une moyenne de 5 descripteurs, enfin de 5 emojis qui sont utilisés. Donc finalement, le parallèle entre cette étude et la dégustation est assez bon. Les résultats qui ressortent de cette étude, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie différence entre emoji positif et emoji négatif. Si on repart d'ici en haut à gauche, on a le vin 6 et le vin 7 qui ont été décrits avec des emojis cœur, le bonhomme avec les yeux en cœur et même le bonhomme bisou cœur. Pour descendre et suivre jusqu'au 23, où on a des emojis plutôt tristes, on va dire avec le pouce en bas, et même celui-là qui fait franchement la gueule. L'idée que je vais vous donner ici, c'est que finalement, grâce à ces emojis et grâce aux émotions, il y en a 60% qui ont été utiles pour discriminer les vins et pour avoir des différences entre les vins. J'ai même trouvé des études dans lesquelles ça allait jusqu'à 92% des emojis qui discriminent les vins, là où je vous mets au défi de trouver des études où on a autant de différences avec des caractéristiques sensorielles classiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'influence des emojis sur le consentement à payer. Puisqu'une fois qu'ils avaient demandé quelles émotions vous ressentez en voyant ces vins, ils ont demandé aux consommateurs, finalement, quel est votre consentement à payer? Est-ce que vous êtes prêt à acheter ce produit? Et si oui, combien? Et ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a une énorme influence des émotions dans le consentement à payer et dans le prix d'achat. Je vous donne quelques chiffres. Ici, on est autour de 85% de consentement à payer. Ici, on est à 12%. Donc ça montre bien que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vont avoir une vraie influence auprès des consommateurs sur le consentement à payer. Et ça revient un petit peu à ce que disait Olivier tout à l'heure. Lorsque le consommateur est content et comprend le produit, il est plus enclin à l'acheter. Alors finalement, l'idée, et la question que vous pouvez vous poser, elle est légitime, hein. Quelle est la plus-value des émotions dans la dégustation? Eh bien, c'est comme je vous le disais, c'est finalement comprendre les choix et les préférences des consommateurs. Je vous donne un exemple d'une autre étude que j'ai trouvée qui a été faite en Australie.
dans laquelle les chercheurs sont intéressés à la description de 2 vins rouges, l'un produit dans un climat plutôt chaud et l'autre dans un climat plutôt froid. Donc finalement, une étude assez basique dans l'idée. Dans cette étude, ils ont demandé dans un premier temps, ici à gauche, à des experts de les décrire avec une dégustation analytique classique. Les résultats de cette étude montrent aucune différence entre les vins. Impossible de les séparer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette partie ici, dans laquelle ils ont demandé à des consommateurs de donner leurs émotions par rapport au vin. Sans description, mais uniquement des émotions. Et là, on est capable de segmenter les vins, de les différencier. Alors, l'idée, c'est pas de vous dire que celui qui vient du climat chaud est meilleur que le climat froid, c'est pas mon idée ici, mais c'est vous montrer que finalement, le pouvoir des émotions lors de la dégustation peut être plus grand qu'une analyse classique, qu'une descriptive classique réalisée avec des experts. Et puis, la deuxième chose, dont je vous en ai un petit peu parlé, c'est le pouvoir des émotions sur le consentement à payer et sur le prix d'achat. On voit dans plusieurs études que lorsque les émotions sont positives à propos du vin, le consommateur il va être plus enclin à acheter le produit et même à le payer plus cher. C'est l'exemple d'Olivier de ce matin, du lait, c'est qui le patron. Et puis, à l'inverse, et même la puissance des émotions négatives est même encore plus forte, puisque dès lors qu'on a une émotion négative, on va avoir un consentement à payer et un prix à acheter qui sera beaucoup plus bas. La dernière plus-value que je vois dans l'utilisation des émotions lors de la dégustation, et c'est un petit peu le fil rouge, on va dire, de ma présentation de ce matin, c'est d'améliorer la communication entre experts et consommateurs. Alors, je suis aussi, entre guillemets, partie de ce côté des experts, et souvent on nous dit, les experts, vous avez des mots compliqués, des descriptions qui peuvent être individuelles, subjectives, on n'arrive pas forcément à vous suivre. Et bien, l'idée d'utiliser les émotions, c'est de pouvoir ramener le consommateur dans une description, dans un confort, où il est capable de parler de ce qu'il ressent, sans avoir peur de dire une énorme bêtise. On a tous eu le cas où on a eu des copains qui sont consommateurs et qui n'osent pas dire ce qu'ils ressentent, par peur de dire une bêtise devant nous experts. Et ben, l'intérêt d'utiliser des émotions, c'est ça, c'est casser cette barrière et permettre une meilleure communication expert-consommateur. Alors, en conclusion, en résumé, l'idée que je vais vous faire passer ce matin, c'est que finalement, la dégustation, c'est une expérience multisensorielle. Vous l'avez bien compris, on a vraiment ces 3 dimensions, une expérience sensorielle, une expérience cognitive et une expérience affective, émotionnelle. Et on le voit encore plus ici, où on a vraiment une séparation entre les experts qui sont entre le sensoriel et la cognition, et les consommateurs qui ont vraiment plus une dimension affect. Donc que ce soit des consommateurs comme ici avec un haut niveau de connaissance ou des consommateurs avec un bas niveau de connaissance sur les vins. Et ça se traduit également lors de la dégustation, où les experts utilisent un script de dégustation comme je l'expliquais tout à l'heure. Les consommateurs avec un haut niveau de connaissance vont avoir une approche vraiment globale de la dégustation. Et les consommateurs avec un bas niveau de connaissance vont avoir une approche plutôt superficielle. Et finalement, c'est là où l'affect va prendre la plus grande place. Et finalement, le j'aime pas va arriver vraiment sur le devant de la scène. Pour terminer, je voulais vous partager une idée, une perspective qu'on a eue avec ma binôme Carole, avec qui on a écrit un papier qui est sorti la semaine dernière, ou il y a 10 jours, dans laquelle on se pose la question, finalement, d'aller vers un nouveau script de la dégustation. Alors c'est une vraie question ouverte, on n'a pas aujourd'hui la réponse, mais l'idée, ce serait de partir du script actuel qu'on a appris, que tous on réalise, qui est donc, comme je disais, vue, nez, bouche et puis qualité globale à la fin, pour aller, alors un petit peu renverser la dynamique, pour aller vers quelque chose basé d'abord sur les émotions, donc avoir vraiment le côté affect, ce qu'on ressent lors de la dégustation. Parler ensuite de la qualité globale des vins, d'un point de vue très général. Arriver ensuite à la 3e partie, plutôt liée à la sensation en bouche, la structure, les textures. Parler ensuite de l'aromatique, donc là un petit peu dans la même idée que ce qui est fait actuellement, d'un point de vue analytique.
Le seul petit truc en plus, c'est de faire tout ça en vert noir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la vue est notre sens le plus fort et le sens qui influence le plus nos dégustations. Et de réaliser l'analyse, on va dire l'étude de la vue en dernier, pour pouvoir vraiment ne pas être biaisé par cette vue et avoir finalement quelques informations en plus, sachant que les informations sur la vue, on peut facilement les avoir au laboratoire. Donc voilà, c'est une proposition qu'on fait aujourd'hui, alors sans dire que c'est la seule, l'unique, la vraie proposition, mais voilà, ça pourrait pourquoi pas être une piste pour pouvoir intégrer les différentes dimensions que je vous ai présentées ce matin, prendre un petit peu les meilleures parties de chacune des différentes méthodes que je vous ai présentées ce matin, pour avoir un nouveau script de dégustation qui, pourquoi pas, pourrait être réalisé ici ou ailleurs lors des prochaines dégustations. Je voulais terminer en vous présentant l'activité de dégustation que j'ai prévue ce matin. Donc l'idée, c'est de vous faire jouer avec les textures. Donc j'ai sélectionné 2 cépages qui sont, on va dire, peu habituels et peu utilisés. Donc c'est 2 cépages qui viennent du Beaujolais. Le premier, c'est le Gamino, donc c'est un croisement entre le Pinot et le Gamay, qui a été inscrit au catalogue en 2014. Et puis le deuxième, c'est le Gamaret, c'est un cépage suisse, qui est le croisement entre le Gamay et le Reichensteiner, qui lui a été inscrit au catalogue en 2008. Donc voilà, 2 vins vinifiés dans le Beaujolais, qui vont permettre de faire l'animation. Avec ce petit set de textures que j'ai préparé, donc il y en a une dizaine qui seront disposées autour des vins. Et l'idée, c'est de pouvoir finalement déguster, individuellement ou à plusieurs, hein, il n'y a pas de règle. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de faire un parallèle, un petit peu comme je vous disais, entre ce que vous avez en bouche et ce que vous allez pouvoir toucher au bout des doigts. Donc j'ai 6 textures qui couvrent un petit peu toute la palette des textures qu'on peut retrouver. Donc il y a doux, lisse, râpeux, rugueux, soyeux et velours. Voilà, donc après, je serai sur place pour pouvoir en discuter avec vous. L'idée, encore une fois, hein, c'est pas de vous montrer qu'il y a des bonnes ou des mauvaises réponses, c'est pas du tout l'idée, mais voilà, de vous confronter à l'exercice et de voir un petit peu ce qui en ressort. Voilà, je vous remercie de votre attention.